Alors aujourd'hui, on va faire un peu de politique fiction pour introduire la question qui nous intéresse. Alors imaginez que vous êtes là comme ça, et soudainement autour de vous, petit tourbillon, et vous êtes emporté dans les bureaux de la Commission européenne, ou alors vous êtes emporté, comme ça, transplané, comme dirait Harry Potter, hein, euh, au milieu des bureaux, je sais pas, là où on trouve bien des fanatiques de marché, par exemple au FMI, ou alors à la Banque Centrale Européenne. Et là, vous tombez sur des gens, on est dans une uchronie, on ne sait pas très bien quand, des gens avec, vous savez, des costards, des cravates bien propres sur eux, des gens qui imaginent comme ça qu'en imposant la concurrence, en privatisant le secteur public, euh, en imposant des critères par rapport à la dette, en imposant, ce qui est d'ailleurs assez cocasse pour des libéraux, des règles pour imposer une économie libérale de marché, je ne sais pas moi, à l'Argentine, au Kosovo, à la Grèce. On va sauver ces peuples et apporter une prospérité. Ces gens-là le croient sincèrement. Hein. C'est bien Stiglitz qui disait que c'était, l'ancien directeur du FMI, qui disait que c'était des fanatiques de marché. Vous êtes transportés face à ces drôles de peuples et face à ces libéraux-là, devant ces décisions-là, décision benoîte de massacrer un peuple économiquement en espérant pour lui le mieux. Et là, vous vous dites, là, vous vous posez la question. Mais dans quel monde ils vivent? Dans quel monde ils vivent? Dans quel monde ils vivent? Quel est le monde? Quel est l'espace rêvé des néolibéraux? Pardon. Quel est, dans le cadre de leur rêve politique, c'est-à-dire cette somme de représentations qui figure l'avenir idéal, qu'est-ce que c'est pour eux que le monde? Qu'est-ce que doit être le monde? C'est quoi? Dans quel monde imaginaire vivent-ils? Eh bien, c'est ça qu'on va essayer d'envisager ensemble aujourd'hui. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle séance sur l'anthropologie des rêves et l'anthropologie politique du rêve néolibéral. Je rappelle brièvement pour ceux qui prennent le train en marche que j'entends par rêve politique l'ensemble de représentations qui figurent un avenir idéal et qui nourrit et est nourri par telle ou telle situation, telle ou telle communauté politique, et qui renseigne les actions sociales. Donc voilà, on travaille sur, depuis 2 vidéos maintenant, euh, l'ensemble de représentations qui figurent l'avenir idéal dans les sociétés néolibérales. Bien. Alors, encore un petit rappel et on commence. Je vous rappelle qu'on ne cherche pas à analyser le rêve politique de telle ou telle société néolibérale dans l'espace géostratégique des démocraties libérales ou de voilà, à tel ou tel moment, avec telle ou telle doctrine, ou de tel ou tel néolibéralisme. Non, on cherche plutôt, du côté diffus des différentes idéologies néolibérales, on cherche plutôt à identifier un idéal type de ce que c'est que le rêve politique dans une société libérale, et on essaiera ensuite de rejoindre les sociétés. La semaine dernière, on a fait quelques pas là-dessus. Maintenant, je voudrais avancer et vous proposer 4 séances sur le rêve politique néolibéral, c'est-à-dire dans les sociétés néolibérales, comment on se représente l'avenir idéal. Voilà, 4 séances. Une sur ce que c'est que le temps dans le néolibéralisme. Pour reprendre ce schéma-là, vous voyez, on répondra comme ça à la question de savoir s'il y a un temps pérenne ou au contraire un temps disruptif. On a déjà quelques éléments de réponse, mais on va approfondir. Une séance sur ce que c'est que l'humanité adressée par le rêve politique du néolibéralisme. Est-ce qu'on s'adresse à l'humanité entière ou à une partie de l'humanité? Et puis quel est le statut de l'humanité? Comment elle se définit? Comment se structure la hiérarchie à l'intérieur de cet ensemble, dans le rêve politique néolibéral? Est-ce qu'il s'agit d'une doctrine universalisante ou pluralisante? Et enfin, ce qui va nous occuper dans la séance aujourd'hui, quel est le statut du territoire? Est-ce qu'on est dans la déterritorialisation, dans une négation de la matière, dans une négation de l'espace, dans une forme de non-lieu, d'où topos, second sens qu'il ne faut jamais oublier du terme utopie,
Ou est-ce qu'il s'agit au contraire d'un rêve territorialisé qui s'ancre dans un ou plusieurs territoires? Alors c'est ça qui va nous occuper aujourd'hui, l'espace, le territoire. Alors, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est donc la notion d'espace néolibéral comme composant du rêve politique. Alors, par espace, j'entends plusieurs choses. Essentiellement, j'entends l'étendue, la matière, le monde en tant qu'espace de l'action commune, le monde en tant qu'il est peuplé de symboles par l'action commune, mais plus matériellement, j'entends aussi bien le sol sur lequel vous marchez, les villes, les champs, les forêts, les rivières, l'espace physique en tant qu'il est traversé par des réseaux de transport, mais aussi l'espace en tant qu'univers infini, jusqu'à l'espace qui sépare les atomes les uns des autres. Donc tout ce qui est à la fois étendu et matière. C'est ça qui m'intéresse. La matérialité en tant qu'elle est étendue. Alors, dans ce que j'appelle le rêve politique néolibéral, ce que je cherche là, c'est une matière qui est muette. Les champs ne parlent pas, les rivières ne parlent pas, elles ne sont pas divinisées, le ciel ne parle pas, les atomes ne parlent pas. Donc je cherche une matière muette et une matière qui doit être infiniment disponible à l'exploitation, que ce soit par je sais pas moi, la combustion, la réaction nucléaire, la nanotechnologie, le travail sur les bactéries, le vivant, etc. On verra pas. C'est-à-dire que rien n'est interdit du fait même de la matière. La matière ne dit pas ne me touche pas. Le ciel ne dit pas ne me touche pas. Le feu ne dit pas tu n'as pas le droit de me mélanger avec l'eau. Vous savez que, donc je crois que c'est Héliodore d'Alexandrie qui avait inventé au IVe siècle après Jésus-Christ la machine à vapeur et qui s'était interdit de la développer parce qu'on ne peut pas manipuler ainsi deux éléments ensemble alors qu'ils sont distincts. Bien. Donc c'est une matière muette, infiniment disponible et qui en quelque sorte aurait bien tort de résister. On va développer ces points-là au fur et à mesure. Alors, voilà, c'est une matière qui est molle, qui est profondément instable. C'est un flux animé par une myriade d'actions humaines, aujourd'hui, la matière, l'étendue. C'est-à-dire qu'elle ne connaît pas d'autres règles que celles qui découlent de l'action humaine et qui peuvent devenir un principe de nécessité, comme par exemple la mondialisation. On va chercher un espace qui est une matérialité étendue, qui n'est régie que par l'action humaine en dernière analyse. La nature, on pourrait dire, c'est les règles de fonctionnement des objets par eux-mêmes, en eux-mêmes, selon leur qualité propre. Dans un rêve politique néolibéral, rien ne se perd et rien ne s'abandonne à ces principes naturels. Je vous donne un exemple. Vous prenez une pile usée, vous la laissez dans la nature, vous l'achetez sous un arbre, elle pourrit. Dès lors, elle revient à la nature, non pas en ce sens qu'elle est propre et qu'elle est bonne pour l'environnement. Non, en ce sens que la matière qui constitue la pile retourne à son fonctionnement naturel. Il n'est plus maîtrisé. Dès lors qu'on va chercher à contrôler absolument tout le flux pour tirer de la valeur de chaque petit endroit, qu'on fait classer vos déchets, ensuite qu'on retraite les déchets et qu'on en tire de la valeur et qu'on l'exploite, etc., à chaque moment, toute occasion d'intervenir sur la nature pour en tirer profit sera saisie. Bien. Donc, un espace néolibéral, c'est un monde, un espace où se déploie l'action commune qui va de l'univers en tant qu'espace à l'espace qui sépare les atomes. Voilà, c'est une matière muette, infiniment disponible et qui aurait en quelque sorte tort de résister. Et quand je dis que c'est l'action humaine qui peut à chaque moment la modifier, en modifier les règles, en modifier la structure, en modifier l'apparence, en modifier l'usage, tordre les cartes à force de flux, par exemple, de transport, qui fait que, par exemple, Lille est moins loin que Troyes de Paris, enfin bref, peu importe. Vous voyez bien ce dont je veux parler. C'est déjà en ce sens qu'on peut parler d'une espèce de prime donnée à la déterritorialisation dans le rêve néolibéral. Bien. On a déjà parlé des frontières, on a déjà parlé en quelque sorte du rêve politique dans la séquence dernière. Je pourrais vous en rappeler les grands traits si je retrouve ça dans mes notes, mais je vous les ai envoyés.
voilà, on cherche un rêve qui présente ce caractère paradoxal. Il annonce simultanément la primauté de la liberté et l'obligation raisonnable de se plier à un principe de nécessité externe qu'est la mondialisation. Il présente un temps sans arrêt disruptif et qui ne cherche pas la stabilité, qui elle est assimilée à la stagnation, à la régression. C'est un rêve paradoxal qui célèbre en même temps la différence et la standardisation. C'est un rêve qui promeut l'abolition des frontières commerciales, mais qui défend cependant les frontières en tant qu'elles permettent la concurrence et le dumping social. Bon, retournez à la vidéo précédente si c'est autre chose que l'espace dans le rêve néolibéral qui vous intéresse. Bien. Pause. Allez, maintenant on plonge dans le non-monde, dans le non-espace des néolibéraux. Hop. On va commencer par une espèce de liste de traits caractéristiques de ce qui peut être l'espace dans le rêve politique néolibéral, c'est-à-dire dans cet ensemble de représentations qui figurent un avenir idéal. Alors d'abord, l'espace est illimité. Il est illimité vers l'infini et au-delà, mais cette illimitation est à nuancer. L'espace est illimité, mais néanmoins, le familier, c'est ce qui est exploitable. Le familier touche quand même à peu près au minimum la terre, les sous-sols, les fonds marins, les cieux, la stratosphère et enfin l'espace proche. En ce sens que on peut y mettre des satellites, on y trouve nos déchets, on peut exploiter les ressources des cieux, on peut exploiter les ressources de la terre, on peut exploiter les ressources de l'eau, les ressources minérales, et à quand d'ailleurs des microcentrales entre la croûte et le magma. C'est pas quelque chose qui est impossible. Donc d'abord on a un espace qui est illimité mais qui doit se séparer en deux types d'espaces. L'espace non exploité et l'espace disponible à l'exploitation. Donc je ferai déjà cette grande distinction. Alors, ensuite, c'est un espace qui, en tout cas dans la zone de l'imaginaire, cherche à se dédoubler infiniment. Il cherche à se dédoubler, par exemple, en se dématérialisant. On va créer des échanges entre des espaces, entre des pays, on va échanger même des matières sans échanger la matière. On va faire bouger des richesses, on va faire bouger de la matière, de la possession de la matière sans la bouger à travers des flux financiers extrêmement rapides qui d'une seconde à l'autre, une microseconde à l'autre peuvent traverser les océans. Et ça, c'est aussi une façon de ne plus considérer l'espace comme une limite, comme une résistance. Le réel ne résiste pas, on le traverse instantanément. On le dédouble à travers toutes les fictions virtuelles. Il y a non seulement un nouvel espace, qui est l'espace virtuel, sur lequel on peut placer un nombre infini de contenus, de messages, d'informations, etc., mais encore des représentations de mondes disponibles à la fréquentation. Et ça aussi bien dans Second Life que dans Warhammer 3, World of Warcraft, ou je ne sais pas quel autre type d'espace essentiellement mu par l'action commune. Et dont la virtualité d'ailleurs serait à démontrer. Donc, un monde illimité, dédoublé, disponible pour la conquête et l'exploitation, il est sous contrôle. Alors ça, c'est extrêmement important. L'espace est sous contrôle, ou doit être sous contrôle. En tant qu'il doit permettre les échanges et l'exploitation. Mais par ailleurs, en tant qu'il est soumis à l'exploitation et aux échanges, c'est un espace profane. Comme je vous le disais tout à l'heure, il est muet. L'espace est désenchanté. L'espace ne parle pas. Que cet espace soit considéré dans les démocraties néolibérales par des gens qui croient au dessein intelligent, ou que ce soit la considération de laïque, l'espace ne parle pas. Nous ne prenons pas nos orientations stratégiques en fonction de la parole du divin, de la nature sacralisée. On n'arrête pas de faire des nanotechnologies parce que le grand Chinook de l'espace nous aurait dit de ne pas le faire, ou Zeus, ou Bouddha, ou Vishnu, etc. Et la raison néolibérale n'admet pas que pour des raisons religieuses, on interdise
le développement de telles pratiques génétiques, modifications génétiques, etc. Sauf si, évidemment, l'interdiction devient elle-même le lieu d'un marché. Donc, il est illimité, il est dédoublé, il est sous contrôle humain et profane, il est disponible, il est non obligeant, c'est-à-dire qu'il n'impose pas d'obligation en retour et d'appartenance, on n'appartient pas à la Terre, on n'est pas dans un registre du mythe chtonien. Vous savez, les Athéniens croyaient qu'ils descendaient de Chtonios, une espèce d'homme serpent immédiatement sorti de la Terre. Enfin, c'est un espace de circulation et de régulation, de flux. Il est fluctuant, il est souple, il est liquide, il est instable. Donc il est instable, illimité, dédoublé, disponible, sous contrôle, etc. C'est un monde qui ressemble extrêmement peu au monde qu'on rencontre quand on en fait l'expérience physique. C'est un monde qui procède presque d'une négation de la matérialité, par sa virtualité, par sa souplesse et par son silence, à vrai dire. Arrêtons-nous un instant. Promenez-vous dans une forêt que vous connaissez bien, avec une falaise et un rocher. La principale caractéristique de cette chose-là, c'est qu'elle va vous résister. Elle est là. Vous venez le lendemain, elle est là. Vous venez 2 ans après, elle est là, sauf s'il y a une action humaine pour la détruire. Elle obéit à ses propres règles. Vous ne pouvez pas vous brancher sur Facebook dans l'écorce d'un chêne. Par contre, si vous vous asseyez et que vous laissez l'odeur de la terre vous imprégner, la ramée au-dessus de vous, les lumières qui jouent à l'intérieur de ça, vous verrez que c'est un espace bavard. Je ne dis pas que des dryades vont venir vous chatouiller les oreilles, mais quasiment. Vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que il me semble que le rêve politique néolibéral porte en lui l'idée d'un monde qui serait un environnement disponible, muet, sourd aussi par ailleurs, à nos demandes, non obligeant, à la fois illimité, dédoublé et fluctuant, ce qui est peut-être une description relativement fidèle de l'univers, mais ce qui est à milieu de l'expérience humaine normale du monde. Je dis normale en ce sens que dans une expérience humaine du monde, le monde c'est ce qui résiste d'abord, c'est ce qui résiste et puis qui parle. Bien. Alors, revenons un petit peu sur les différents points. D'abord, il est illimité. Alors, il inclut l'espace infini, l'espace vide, inexplicable ou incomplètement expliqué, que ce soit, comme je vous disais, avec les dessins intelligents, ou sans, mais qui n'informe pas l'économie. On ne fait pas les rythmes des récoltes et la valeur on ne donne pas telle ou telle valeur à des activités en fonction de ce que nous dit le ciel. On fait une interprétation météorologique des éléments qui nous permet d'optimiser la production. Bon. Cet espace-là est complètement colonisé par notre activité, c'est bourré de satellites, de déchets, de tentatives d'exploration plus ou moins rentables. Mais cet espace-là, cette matière-là, n'a ni plus ni moins de valeur que celle qu'on trouve dans l'infiniment petit. C'est-à-dire que c'est la même règle, c'est la même façon de se projeter dans l'idéal, d'un espace infini disponible, à un espace entre les atomes qui soit disponible. Tout doit être disponible à l'exploitation. Et peut-être la meilleure marque dans de nombreux mythes, vous savez, dans de nombreuses histoires, on trouvera l'idée d'un mur infranchissable, d'un mur frontière, d'un mur du Nord, d'un mur de ce que vous voulez, d'un limès, d'un mur infranchissable parce qu'il est sacré et qu'au-delà de cet espace, on entre dans l'interdit. Dans l'espace du rêve politique néolibéral, il n'y a pas de frontière infranchissable. Aucune frontière n'est a priori infranchissable. Il n'y a pas de limite physique sacrée à l'extension humaine et à l'extension de l'activité économique. S'il y a un moment un obstacle se présente, on reconnaît l'obstacle, mais on ne reconnaît pas sa sacralité. Tout devra être fait pour
aller au-delà, si et seulement si, bien entendu, il est intéressant d'aller au-delà parce que ça sera rentable. Bien. D'abord, il va de soi qu'en disant ça, on introduit l'idée selon laquelle il n'y a pas d'homogénéité des territoires et d'égalité des territoires qui ensuite se compareraient les uns aux autres selon leur matérialité. L'espace est prodigieusement déformé, la distance est déformée en fonction de l'exploitabilité des différents territoires. On peut créer d'immenses zones mortes, qui sera extrêmement long de traverser, même si elles sont disponibles à l'exploitation, parce qu'elles n'ont pas de valeur économique. Et rien ne doit obliger les libéraux à investir dans ces espaces-là. Surtout pas l'idée d'un service public. Non. Ces espaces-là seront abandonnés parce qu'ils valent rien. Inversement, deux capitales, même éloignées où se produisent énormément de richesses, doivent être connectées, rapprochées, et l'espace, la matérialité de la distance doit être en quelque sorte niée pour que les échanges économiques puissent être les plus rapides possibles. Bien. C'est pour ça que quand vous avez un rendez-vous dans la proche Picardie, vous mettez plus de temps que pour aller à Bruxelles, par exemple. Bien. Alors, le monde dédoublé, je dis. Dédoublé à travers, par exemple, la spéculation et la financiarisation, qui procèdent d'une abstraction, d'une extraction de la valeur, d'une extraction d'abord, puis d'une abstraction de la valeur, en dehors des échanges matériels, et qui permet ensuite, à travers la spéculation et la financiarisation, d'avoir une seconde dimension d'échange de marchandises, mais de marchandises immatérielles, et qui pourtant vendent et font circuler le monde. Alors, il est dédoublé à travers la virtualisation et la dématérialisation, ça j'en ai déjà parlé. Alors, en ce qui concerne la disponibilité pour la conquête et l'exploitation, peut-être l'exemple le plus frappant en ce moment qui nous est donné de cela, c'est le conflit qui oppose la Commission européenne d'un côté et le Parlement de l'autre, et puis entre eux certains États européens à propos de la pêche électrique. Alors vous savez, c'est cette idée de promener dans les eaux des bateaux capables d'envoyer des décharges électriques extrêmement puissantes tout azimut, qui tuent des millions de poissons, de toutes bestioles vivant là, et qu'on peut remonter en vrac. Et on a donc un certain nombre de pêcheries hollandaises qui représentent une bonne partie de l'économie de ce pays, qui ne savent plus vraiment pêcher autrement, puis qui ont fait des énormes investissements là-dedans. Le point de vue néolibéral à cet endroit-là, c'est il faut qu'on ait toute liberté d'agir. Nous avons investi, nous devons pouvoir exploiter la ressource. Quand bien même vous nous donneriez des limitations pour que nous ne détruisions pas totalement la ressource, le moyen importe peu, seule la fin, qui est l'exploitabilité de la zone, importe. Ce faisant, je me donne le droit, sans aucune forme de réflexion philosophique ou morale sur la question, de placer dans certains territoires de la nature un objet qui tue tout ce qui se trouve dans cette zone pour le ramasser et trouver ce que je peux vendre dedans. Dit comme ça, c'est assez puissant. Si vous voulez, c'est difficile à comparer parce qu'on passe de poissons à des humains. C'est un petit peu la même chose que toutes les pressions qui peuvent être faites par rapport à des régimes qui n'ouvrent pas leur économie à l'activité libérale de marché et qui pour cela peuvent recevoir sur leur territoire des guerres. Mais je trouve que la métaphore des poissons, c'est pas une métaphore d'ailleurs, c'est le massacre des poissons, est encore plus parlant, en ce sens que il s'agit vraiment, pour rendre disponible un espace, des millions de mètres cubes d'eau disponible à l'activité marchande, on met en place un dispositif d'éradication de la vie dans cette zone-là. Vous voyez, c'est l'ouverture du droit des humains à faire commerce
va jusqu'à cette négation de la matérialité, et à cet endroit-là, cette désacralisation de la matérialité englobe aussi bien la matière organique et minérale que le vivant. On tue tout. Bien. Alors quand je disais sous contrôle humain, et donc par nature, par essence, pardon, profane, on a un espace qui est profane. Les lieux ne sont pas sacrés, les lieux ne sont pas obligeants. On doit être dans une espèce de circulation, et les néolibéraux ne sont pas des autochtones. Ils ne sortent pas de la terre. Ils ne sont pas autogénérés par la terre qui les a produits. Ils ne doivent pas y être attachés. Alors, à la fois, c'est relativement libérateur de ne pas être autochtone, ça évite un certain nombre de nationalismes, de racisme extrêmement violents, mais simultanément, ça désoblige, et ça livre à l'exploitation. Ça désoblige en ce sens que l'aspect sacré de telle ou telle terre ne nous retient plus puisqu'il n'existe plus. J'ai le droit de tout faire puisque la terre n'est pas sacrée, la terre ne m'oblige pas. Hein, on a un rapport désobligé à la terre, désobligeant, c'est plus joli. Bien. Alors, dans le rêve néolibéral, et pour avoir un vrai rapport désobligé, désobligeant à l'espace, à la terre, à l'étendue, évidemment, on a affaire à des éléments muets. L'espace ne parle pas, la terre ne parle pas, les atomes ne parlent pas, les arbres ne parlent pas, le vent et la mer ne parlent pas, la nature ne parle pas, il n'y a rien qui nous parle. Bon. On a donc toute l'attitude d'engager l'aventure humaine commerçante. On réduira de l'interprétation poétique et sans aucun caractère sacré toute interprétation de la parole de la terre. Vous savez, c'est l'hypothèse Gaïa, par exemple, pour certains écolos. Et surtout, il nous revient dès lors, à nous êtres humains, d'énoncer les règles de bonne gouvernance qui permettront l'exploitabilité pérenne de la surface de la terre, considérée comme non pas un bien commun, mais une nécessité. Bien. Le dernier aspect, un espace de circulation et de régulation des flux, fluctuants, souples, liquides, déformés par les réseaux de circulation des biens et des personnes. C'est vraiment cet espace-là, cet espace dans lequel il y a, et Zygmunt Bauman en parle très bien avec la société liquide, une activité humaine de flux permanent de personnes et de marchandises qui doivent s'intensifier, puisque la croissance, finalement, c'est la mondialisation, c'est effectivement cela. L'un, c'est la croissance des sommes des valeurs ajoutées, mais la mondialisation, c'est essentiellement l'intensification des flux de personnes et de biens et de services. Or, dans le rêve politique néolibéral, la croissance est bonne, c'est même le seul bien. Dès lors, il faut que les flux s'intensifient. Il faut que l'espace ne surgisse plus que de cette intensification, c'est-à-dire que la matérialité n'y résiste pas, n'y fasse pas obstacle. Bien. Alors, j'aurais un peu du mal à décrire à quoi devrait ressembler ce monde qui est effectivement plutôt du côté de la déterritorialisation. Il se vit comme tel. Le rêve néolibéral, on vous apprend ça à Sciences Po quand vous commencez une carrière de technocrate. On vous enseigne, grâce aux ouvrages de Bertrand Badi et d'autres d'ailleurs, que le monde aujourd'hui est déterritorialisé. Et c'est, comment dire, presque le premier axiome de la doctrine technocratique. Mais ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que
on pourrait avoir l'habitude mentale de considérer l'expansion territoriale et la destruction progressive des frontières comme une logique régalienne d'invasion. Par exemple, l'État français, dans sa constitution et dans sa croissance, a réduit à néant des frontières, la frontière avec la Bretagne, frontière avec le duché de Bourgogne, frontière avec le duché de Savoie, frontière avec le royaume du Béarn, frontière avec l'Aquitaine, des tas de frontières comme ça qui progressivement ont été dissoutes par l'extension d'une souveraineté. Là, il ne s'agit pas du tout de cela. Il s'agit simplement de faire comme si elle n'existait pas, de faire comme si ce qui comptait, c'était le développement de canaux, de flux, permettant une réduction du monde, une optimisation économique de l'espace. L'espace, pour être optimisé économiquement, doit être en quelque sorte une surface fluide, souple, extensible, sans résistance, muette, et la jouissance du monde doit être une jouissance fluide, sans attache, une jouissance de l'auberge espagnole ou de la jeune cadre dynamique qui prend l'avion 5 fois par jour et qui indifféremment passe ses vacances à Ibiza en Turquie ou en Thaïlande selon le prix proposé par lastminute.com, etc., etc. Donc vous voyez, on a pour moi quelque chose qui est très difficile à dire et en même temps très important à comprendre. Il y a un rapport très maladroit au monde, très maladroit parce qu'il nie essentiellement la matérialité, le réel du monde. C'est vraiment une vision imaginaire de l'espace. Bien que la financiarisation, les trains, les avions, tout ça existe, hein, mais on nie la distance, on nie la matérialité, on nie l'expérience du monde, on nie le fait que le monde parle. Bien. Et par conséquent, voulant tordre le monde selon l'idée que l'on s'en fait, mais effectivement, rien ne nous oblige plus à ne pas le détruire. Et effectivement, tout ce qui est un principe externe, tout ce qui est un principe naturel, nous le détruisons, nous autres sociétés néolibérales de marché, parce que c'est insupportable. C'est une parole qui n'est pas comprise dans ce que devrait être le monde idéal, c'est-à-dire une surface instable, souple, surgissant de l'intensification des échanges économiques et techniques entre les hommes et les femmes. Bien. Donc vous voyez comment cette espèce de paradoxe se résout. On a une vision du monde qui est celle d'un non-monde. On a une vision de l'espace qui procède d'un pur acosmisme, c'est-à-dire d'une négation du monde comme matérialité, comme résistance et comme source d'appartenance par ailleurs. Et cela donne lieu à des écocides, à des destructions de ce qui n'est pas de nous. Voilà. Le néolibéralisme n'est pas du tout la seule doctrine à avoir porté en elle une vision du monde prodigieusement destructrice pour la nature. La technocratie française, à travers le remembrement, cela dit, c'était aussi sous des libéraux, en a donné une belle preuve, et les soviétiques, par ailleurs, n'étaient pas tellement écolos non plus. Voilà. La semaine prochaine, on réfléchira autant dans le rêve politique néolibéral. Voilà. Salut tes joies.